an understanding of how data analysis is happening in this issue, and what is sort of the basic principles for data dimensionality. Ok, donc maintenant nous allons parler des analyses, côté analyse de DHIS. Nous allons vous montrer la philosophie des analyses de DHIS et le principe de dimensionnalité dans DHIS. So, as you might know, in the system, then we have something we call fixed dimensions, and we have something that we call dynamic dimensions. And fixed dimensions are what you typically know as the elements, period, ordinates, which are sort of dimensions in the system that will always be there. And then we have what we call dynamic dimensions, which are things like categories and group sets, which is something that you can set up yourself sort of to tailor the system. Ok, donc en fait, il y a deux types de dimensions dans DHIS, si vous le savez. Il y a la dimension fixe, qui sont les dimensions qui sont déjà là, prédéfinies dans le système, qui sont en fait les éléments de données, les périodes et les unités d'organisation. Et nous avons aussi les dimensions dynamiques, qui sont des dimensions que l'on crée, c'est-à-dire les combinaisons de catégories, les ensembles de groupes, qui sont en fait des dimensions que l'on crée, qu'on peut modifier à volonté. So, when it comes to dimensions and facts, this is what we call OLAP terminology. That's online analytical processing. So the things that in a dimensional sort of data warehouse or system, then we have something that's called dimensions and something that we call, some people call it facts, some people call it measures, some people call it just data. So in DHIS, the data is what we call the data value, and the dimensions is the stuff that describes the data. You know? Because, like, for instance, if you have something like 5, it doesn't really make sense. Eh? I mean, 5 doesn't tell you much. 5 is just a fact or a number. Okay? What gives meaning to the number is the dimensions that describe the data. Ok, donc ici, par exemple, dans la business intelligence, nous avons en fait des dimensions, d'accord? Maintenant, les dimensions, autour des dimensions, il y a ce qu'on appelle la mesure ou le fait. En fait, c'est la donnée. Par exemple, le 5, par exemple. Le 5 n'a pas de signification précise. Mais en fait, c'est grâce aux dimensions qu'on comprend mieux ce 5-là. C'est-à-dire les éléments de données, les périodes, les unités d'organisation. Yeah, so just to repeat, I mean, a number of 5, it doesn't just tell you much, right? 5 is just a number, right? It's 5, there's got to be some more meaning to it. So, to make the data meaningful, we add dimensions to it, right? So in that case, we add for the 6 dimensions, we add the data elements, the periods, and the organs. Donc, comme il le dit, il le réitère, en fait, c'est que le 5 n'a pas de signification très intéressante, mais c'est grâce, en fait, à cette dimension qu'on ajoute, qu'on comprend mieux ce 5, en fait. So as an example, we have this one. So in this example, we can see that the number is 123. And the dimension that describe the number is a data element called BCG doses given. So we now know that somebody gave someone 123 doses of BCG, right? We have the period, which is in this case January 2012. So we know that in January 2012, then 123 doses were given to someone. And we know that at Bob's clinic, these doses were actually given. Right? That is the oriented dimension to the data. So I hope you get my point now that we have different kind of dimensions describing the data. This now tells us that Bob's clinic, 103 people were given BCG doses in January 2012. So now we have some more context and meaning to the data. Ok, par exemple ici, nous avons un exemple. Donc nous avons 123 en fait. Et 123, on remarque en fait que c'est la dose de BCG donnée ou administrée. Et nous avons à côté, ça c'est l'élément de données, nous avons la période, ça a été donné en janvier 2012. Et nous remarquons en fait que ça a été donné à la clinique de Bob. Donc en fait, ce sont ces dimensions qui permettent de comprendre le 123 ou la valeur 123 qu'on a là-bas. So these are the fixed dimensions, right? So in many cases, that is enough, right? And you have data element, you have ordinate, you have period. But sometimes you have more sort of advanced or more flexibility that's needed for the data dimensionality. You know?
Ok, donc bon, a priori, les trois premiers, c'est-à-dire les dimensions fixes, sont nécessaires pour pouvoir décrire. Mais parfois, nous avons besoin d'ajouter d'autres dimensions à nos données pour affiner, en fait. So, in DHS, we have two ways of defining dynamic dimensions. And one of them is what we call the categories. Donc, en fait, dans DHS, il y a deux façons de définir les dimensions dynamiques. Donc, l'une d'entre elles, ce sont les catégories, en fait. Yeah. So sometimes, the categories is the dimensions we use for data capture. So when you want to make more sort of fine-grained data capture, you can use the categories, right? So for instance, I can come back to the example, but this is an example or kind of drawing will have the category model looks. Ok, donc ici par exemple, pour pouvoir faire des recherches affinées, pour pouvoir en fait désagréger les données de façon très affinée, nous utilisons les combinaisons de catégories. Donc en fait, voilà le principe de DHS pour pouvoir créer les catégories dans le système. So it all starts with the category combination. I'm sorry, these words are a bit cryptic to some, but if you look close, it actually makes sense. So you have, to start with, you have the category combination, right? A category combination is obviously then a combination of multiple categories. Then comes the categories. So a category combination can have multiple categories. A category can then have multiple category options. And this stuff then comes all together with the category option combination. So the category option combination is then, as the name says, a combination of multiple options. And then you take this one and you link it to the data value in the database. Ok, donc en ce qui concerne cela, nous avons en fait des concepts ici qui sont un peu flous. Ou un peu, il y a quelques nuances, mais bon, on va essayer de vous l'expliquer. Donc tout d'abord, nous avons la catégorie de combinaison, la combinaison de catégories plutôt. Et la combinaison de catégories, c'est en fait un ensemble de plusieurs catégories. En fait, une combinaison de plusieurs catégories. Ça, c'est le deuxième niveau, les catégories. Et après, nous avons au troisième niveau les options de catégories. C'est-à-dire chaque catégorie a une option en fait. Et maintenant, ces options en fait peuvent être combinées pour donner ce qu'on appelle combinaison d'options de catégories. D'accord? Et en fait, c'est cette combinaison d'options de catégories qui est en fait liée aux données dans la base de données. So, to put more examples of this stuff, you can now look at this diagram. So, an example of a category combination can be gender and age group. Let's say you want to capture data for gender and for a specific age group, right? So, for instance, for the BCD doses, you can say I want fixed and outrage as a category, or you can say I want gender as a category, or I want to use age group as a category for where I want to collect this specific set of data elements. Donc ici, par exemple, nous avons comme exemple une combinaison de catégories qui est en fait l'âge et le sexe, ou le genre en fait. Donc ici, on veut collecter les informations selon le groupe d'âge et selon le sexe. Okay. So again, you can take the gender category and you can give it multiple options. So you can say female or male. The age group can be given different options. Let's say under 1, 1 to 5, and 5 and above, and so on. Ok, donc pour le genre, le sexe, nous avons deux options qui sont le sexe masculin et le sexe féminin. Et en ce qui concerne le groupe, vous pouvez avoir plusieurs subdivisions, moins de 1 an, de 1 à 5 ans, de 5 ans et plus par exemple. Yeah, so again, everything comes together as a category option combination. For instance, you can take the female option from this category, and then you take the male category option from that category, and then it comes together as what we call a category option combination. And the reason behind this is that in the database, for everything to be dynamic, you need to link from the data value to the category option combination. In techie language, on a single foreign key, because you can't have foreign keys sort of dynamic in a database. That's why everything comes together into a category option combination. Ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est que nous avons en bas une combinaison d'options de catégories en fait. Donc on a pris une combinaison de chaque option des catégories, c'est-à-dire femme ou de sexe féminin inférieur avec un âge inférieur à 5 ans. En fait, le but principal de ça, c'est en fait, il faudrait lier la combinaison d'options de catégories à la valeur dans la table. C'est une façon de pouvoir travailler de façon dynamique
sur la base de données. Donc, en fait, c'est comme une clé, si on parle en informatique, une clé qui identifie une donnée précise. So the benefit here is that, one, it makes the data element creation easier because if you have, like for instance in 1.4, the approach there they take is that they have multiple data elements for all these categories, right? So instead of creating like data elements called BC doses under 1 female, BC doses under 1 male, BC doses over 1 male. You have to repeat all these combinations as a data element. You can instead create gender and age group as a category, and you can assign this category combination to that data element. And then you reduce the number of data elements, and you make everything more flexible. Ok, donc par exemple au niveau de la 1.4, c'était en fait, il fallait à chaque fois faire une précision, c'est-à-dire femme ou fille de moins de 5 ans, garçon de moins de 5 ans, etc. Il fallait à chaque fois préciser ça dans l'élément de données. Mais en fait, avec la DHS 2, on n'a plus besoin de faire cela. On crée une combinaison de catégories, on l'affecte à l'élément de données et le système se charge de découper. So the other advantage is that by doing it this way, by properly structuring the categories, then it's much simpler to do analysis later. Because now in the system, you can easily do analysis based on gender subtotals, different age group subtotals, grand totals. You can mix and match, you can put it in a pivot table. So it also makes analysis based on these categories or sort of groupings much easier later on when you do analysis. Ok, donc en fait aussi le but principal de ceci, ça permet en fait d'ajouter des dimensions dans nos analyses. Donc on peut aussi faire des analyses seulement en prenant les sexes ou en prenant les groupes d'âge. Donc on peut faire on peut pivoter les tables en fait en un tableau croisé dynamique, faire changer la dimension des données avec les différentes combinaisons de catégories qu'on a, les dimensions qu'on a à ce niveau. Yes. So that was the one way of doing dynamic dimensions, that is the categories. Donc ça c'est une façon de créer en fait des dimensions dynamiques, ça avec les catégories. Okay, so then we go to the second way of doing the dynamic dimensions in the system. And the second way is through group sets. And you have two group sets, that is the data element group sets, and we have the organized group sets. Ok, donc on peut aussi le faire avec les ensembles de groupes. Donc on a les ensembles de groupes d'éléments de données, on a aussi les ensembles de groupes d'unités d'organisation. So a organized group set is then, as the name says, a set of groups. Donc un ensemble de groupes d'unités d'organisation, c'est en fait une réunion de plusieurs groupes d'unités d'organisation. Yeah. And as you know, like a group can then have multiple ordinates, and then an ordinate is a fixed dimension, which is linked to the fact or the data value table in the system. Ok, donc dans un groupe, on peut avoir plusieurs unités d'organisation. En fait, une unité d'organisation est liée à une donnée ou à un fait. Yes. So this is actually a way to what we call apply more dimensions to existing dimensions. Right? So this is a way of sort of classifying or adding more dimensions to an existing fixed dimension. Ok, en fait, ceci permet d'ajouter d'autres dimensions aux dimensions fixes existantes dans le système. Donc en créant des dimensions dynamiques, on ajoute bien entendu une autre dimension fixe dans le système. Yeah. So to summarize, then the categories are when you want to make more sort of fine-grained data capture, when you sort of want to add more details to your data, while the groups are when you want to add more dimensionality to your existing data. Donc en fait, si on peut résumer, pour les catégories, c'est en fait, ça permet d'affiner nos données, d'aller plus de détails aux données que nous avons, d'accord? Et celui-là, en fait, c'est d'ajouter une certaine dimensionnalité aux données que nous avons dans DHIS, non pas des ensembles de groupes d'unités d'organisation. So as an example, we can make a group set called facility ownership. So we want to make something for classifications of the ownership of facilities. Donc, on peut commencer en créant ce qu'on appelle un ensemble de groupes d'unités d'organisation qu'on appelle autorité de gestion. So the facility ownership can have groups like public facilities, private facilities, it can be faith-based, it can be NGOs, it can be all kinds of ownership types for facilities. And then you take all your facilities or ordinates and you assign it to a group. And by assigning to a group, you sort of classify your facilities. You know, you add more dimensions, more information
to your existing facilities in the system. Donc, en fait, après les groupes d'unités d'organisation, notamment les groupes d'unités d'organisation ici, et ici, ce sont les établissements publics ou les établissements privés. Donc, par exemple, sur les établissements publics, on a Box Clinic ou Clinique de Bob et West Hospital, hôpital de West. Et en fait, on est en train de classifier les établissements de santé en différents groupes. Et cela permet en fait d'ajouter une dimensionnalité aux données qu'on collecte ici. Yes. So, yeah. All right. So, yeah, so that was the dimensions. We're coming back to this later when I show the pivot table again. I'm going to explain more about the dimensions, but that is good for a basic understanding. Ok, donc pour l'instant, on va s'arrêter là et quand on va attaquer le module de tableau croisé dynamique, on va reparler en fait des dimensions. Yes, okay. So the second important thing to understand about how we do sort of aggregation in DHIS is what we call aggregation operators. Right? So aggregation operators can be something like sum, average, count. You're going to put in more stuff soon, like standard deviations and means and all that. Ok, donc on va aussi parler des opérateurs d'agrégation. En fait, c'est montrer comment les agrégations procèdent dans DHIS. Tout d'abord, nous avons la somme, la moyenne ou les décomptes en fait. Mais on peut bien entendu ajouter les déviations standards, etc. Okay. So, aggregation operators and then the sum average count. An aggregation operator defines how you actually aggregate data in time. Because in these charts, you aggregate in many ways, but I mean, one of them is of course in the hierarchy. So you aggregate maybe from the facilities all the way up to a province or the national level. But you also often aggregate in time. So for instance, you take many months and you aggregate up to a year, right? And that means aggregation in time. And the aggregation operator is how the system should aggregate data in time. That's for the time dimension. Ok, en fait, en ce qui concerne les opérateurs d'agrégation, c'est en fait la manière d'agréger les données dans le temps. D'accord? C'est-à-dire, il y a dans DHIS, il y a plusieurs façons d'agréger. On agrège parfois du niveau le plus bas au niveau district, régional. Mais ceci, les opérateurs d'agrégation permettent en fait d'agréger les données dans le temps. Parce que vous pouvez avoir des données mensuelles, trimestrielles et annuelles. Maintenant, ici, avec les opérateurs d'agrégation, on définit la politique d'agrégation des données durant sur une période donnée. Yeah. So in the system, we also have what we call data element types. So a data element type can have sort of a type for the data it contains, right? So types can be numeric, it can be Boolean, it can be text. We also have multiple variants of the numeric, like positive number or digits or like this decimal number and all this. But the main types are numeric, Boolean, text. Ok, donc ici dans DHIS, ces éléments de données peuvent être soit numériques, soit booléens, soit un texte. Donc ici, bon, pour le numérique, il y a d'autres variantes, c'est-à-dire les entiers, les décimaux, etc. Mais bon, les types principaux sont le numérique, le booléen et le texte. Yeah. So the data element type actually has implications for how the data is aggregated in the system. So you can see here in this table, if the data element is a numeric data element with the sum aggregation operator, you take just the sum of numbers. You just sum it up. If you have sum aggregation operator and Boolean data elements, then you just count the number of yes, the number of true. You just count. Ok, donc en fait, les types d'éléments de données, les opérateurs d'agrégation définissent la manière dont on agrège les données en fait. Dans le temps, bien entendu. Alors ici, si c'est somme et numérique, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le temps, on fait une addition des données ou des valeurs dans le temps. D'accord? Quand c'est une somme, comme opérateur d'agrégation, que le type d'élément de données, c'est du booléen, en fait, il compte les vrais ou les 8 dans le système. Okay, so if you have the average aggregation operator and a numeric data element, then it's going to take the average of numbers in time and the sum in space. So it averages the numbers in time and it sums in space. So the point is, for instance, something like population is typical for average aggregation operator. Right? Population is numeric, but it's also average in time. So for instance, if you have 1 million people in 4 quarters,
then the aggregate number for the year is not 4 million, right? It's still 1 because you take the average. So in that case, it's going to take the average in time dimension, and then it's going to summarize. Because if you have 1 million in each province, and you have 10 provinces, then the aggregate for the country is 10 million. So it takes the sum in the hierarchy, it takes the average over time. Ok, donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a la moyenne et qu'on prend les données numériques. En fait, il fait la moyenne en fait, dans le temps. En général, ceci est appliqué au niveau de la population. Parce que la population, pour avril, mai, juin, si c'est 4 millions, 4 millions, 4 millions, ça ne fait pas 12 millions. Ça fait plutôt 4 millions parce que le système prend la moyenne. Donc, en fait, dans le temps, il fait la moyenne des données. This one is a bit special. This is very rare. You don't use that often. But if you have average and Boolean, for instance, if you want to do like a survey in the clinics, saying that is there clean water, is there good attitude at the staff, all this, yes, no, then you might say that you should have an average aggregation operator and a Boolean data element type. And then in that case, you take the count of yes divided by the total number of values. It's this count of yes and divided by count of yes and false. That is the number of data values you have. Ok, donc on peut aussi avoir comme opérateur d'agrégation moyenne et avoir comme type d'élan de données booléennes. Et ici, c'est généralement pas très utilisé, mais c'est quand par exemple, est-ce que vous avez de l'eau potable dans votre établissement, oui ou non. Vous pouvez utiliser dans ce cas de figure l'élément de données ayant pour type booléen pour opérateur d'agrégation moyenne. Et là, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il compte les vrais, qu'il divise sur l'ensemble des données reçues, c'est-à-dire les vrais et les faux. Yeah. So, I mean, my example here was that if you have a facility survey, right? I mean, then you can easily, by doing the Boolean here, you can say that 50% of the facilities had clean water, you know? 60% had decent waiting times, these kind of things. If you want to do, because I mean, if you say 7,000 facilities had clean water, it doesn't tell you much. But if you say 60% had clean water, then it makes sense, right? So sometimes it's actually useful to have average and Boolean. Ok, donc parfois il est intéressant d'avoir sur cette combinaison, c'est-à-dire opérateur d'agrégation moyenne et type d'éléments de données booléens. En fait, c'est en général utilisé pour les sondages. Par exemple, pour l'eau potable, si nous disons que nous avons 7000 établissements qui bénéficient de l'eau potable, ce n'est pas très signifiant. En fait, c'est le pourcentage qui est signifiant. Si, par exemple, ça peut être 7000, mais en fait 2% par exemple, ou 40%, ou 90%. C'est le pourcentage en fait qui a une donnée, qui est une donnée significative. Donc, dans ce cas, l'utilisation de moyenne, de la combinaison moyenne et booléenne pour ça, pour les éléments de données, est très intéressant. And count is very simple. You just count the number of values you have. Okay, donc, dans des comptes, il compte que les nombres de valeurs. En fait. Okay. So just a note, all these slides are available on the server, the Mac server. So if you go there, you can get the slides right now or after the lecture. Ok, donc ce cours est disponible sur le serveur, donc vous pouvez vous connecter, avoir peut-être maintenant ou après. Right, so that was the aggregation operators. We also have something that they call aggregation levels, right? So aggregation levels is useful when you have data capture at multiple levels. Ok, donc nous avons les niveaux d'agrégation et en fait ceci est intéressant quand on arrive à saisir les données à des niveaux différents en fait. Yeah. So the thing is that, as an example, like sometimes you have population data capture. Right? So sometimes you have, let's say, reliable data population at the, let's say, the district level based on a census, like decently reliable data. But you also want to do some indicators down at the facility level. So for that, you want to do some what we call the catchment population data, right? So you sort of estimate the number of people in the catchment area for each facility in order to be able to provide, to use indicators down to the facility level. Ok, bon, par exemple, si on prend les données de la population au niveau de la santé, parfois, dans certains pays, on a les données de population fiables au niveau district. Mais parfois, on veut créer des indicateurs au niveau des établissements sanitaires et n'avons pas les données fiables pour
établissements sanitaires en ce qui concerne la population. Donc ça, on peut faire une estimation de la population pour chaque établissement sanitaire ou formation sanitaire et avoir aussi à un autre niveau les données de la population fiables. Yeah, so the good thing then is that, the problem then is that if you have data here at this level, and you also have population data here at this level, the problem then is that if you ask for the aggregate number of population at the national level, then it's going to be double that, because you have data now at multiple levels. So the thing, how to handle this situation is where we use the aggregation levels. So to solve it, you can actually put an aggregation level at each level where data is. Right? So if data is captured both at district and facility, then you put an aggregation level at the district and at the facility. You can do this in data element screen. Ok. Donc, en fait, le problème ici, c'est que quand on définit deux populations, par exemple la population fiable pour les districts et la population pour une estimation de population pour les établissements de santé, le problème c'est que si on veut une population nationale, on risque d'avoir des données dupliquées. Parce qu'il va compter aussi les données au niveau bas, inférieur, et compter les données au niveau du district. Donc, on aura une donnée fausse en fait. Donc, en fait, ici, pour résoudre ce problème, il faudrait définir un niveau d'agrégation. Définir un niveau d'agrégation pour les établissements et définir un niveau d'agrégation pour les éléments de données au niveau district. Ceci peut être défini au niveau du formulaire des éléments de données. Yeah. So, the aggregation levels works in a way that it just really stops looking for more data when it encounters an aggregation level. So if you come here at the top and you ask for the total population in the country, then the system will look down here. It will include this ordinate, but then it encounters an aggregation level. It stops there. It doesn't go any further down in the hierarchy. It just stops. It gives you the total population. If you ask for data from this ordinate, then it goes down here and it stops. It takes this data and it stops. If you come down here to the district level, it just reads data from the district level. But if you go down here to the facility, it just reads data for this level. So it just searches downwards all the way down until it meets an aggregation level, it stops, and it does the aggregation and it returns. And that way, you can actually solve this problem with data at multiple levels. Ok, donc ici, quand en fait vous ajoutez un niveau d'agrégation pour l'élément de données, ce qu'il fait, c'est qu'il s'arrête à ce niveau d'agrégation. Si vous avez donc pour les 7 éléments de données choisis, éléments de données, niveau d'agrégation district, en fait, il commence par, si vous voulez les données au niveau national, il prend les données régionaux et il revient au niveau des districts et il s'arrête au niveau des districts. Donc il fait il commence l'agrégation à partir du niveau district pour amener vers le haut. Si vous voulez les informations au niveau régional, il sait que le niveau d'agrégation c'est le district. Alors il commence par le district et il remonte l'information, il agrège l'information jusqu'au niveau régional. Et bien entendu, celui-là n'est pas en fait compté. Celui qui est niveau le plus bas n'est pas compté. Yes. So the rule is very simple. If you want to capture data at multiple levels, just put an aggregation level at that level. That's it. Simple. Ok, donc si vous voulez en fait avoir des données à des niveaux différents, il faut mettre un niveau d'agrégation au niveau pertinent. Right. Forget about it. So, yeah, very quickly, like in these charts now, after 2.12, all the sort of tools for analysis in these charts is now using what we call the analytics engine. Right? An analytics engine is something that generates data, aggregated data on the fly, as opposed to the data mart. Before 2.12, we used something called data mart, and the data mart approach is about predefining and pre-calculating all possible values for data elements and periods and ordinates. So prior to 2.12 data mart, after 2.12 you can forget about the data mart. You don't need it anymore. It's just for special cases. You now rely on what we call the analytics engine. Ok, donc ils ont maintenant un moteur d'analyse qu'ils utilisent pour pouvoir avoir les données pour les analyses. Dans le temps avant DHIS 2.12, il y avait ce qu'on appelle le data mart qui essayait de créer des données préformatées ou des valeurs possibles en ce qui concerne l'analyse des données. Mais maintenant, ils ont un moteur analytique qui fait une agrégation à la volée, sur la volée. Just to repeat, analytics engine is something that generates on the fly, much more flexible. You can do the analysis on all kinds of dimensions. Data mart is just for special cases where you want to have some SQL reports. 99% of the cases, you should just forget about it. Don't set it on scheduling, just leave it off and focus on analytics.
Ok, donc en fait, maintenant, pour pouvoir faire les analyses, il faudrait utiliser le moteur analytique qu'ils ont, car c'est plus intéressant et plus pratique. Ça fait une aggregation à la volée, une génération des données à la volée. Et pour en ce qui concerne le data mart, ce n'est plus même la peine de faire une planification pour cela. Vous pouvez laisser la planification et utiliser le moteur analytique pour pouvoir travailler. Donc vous utilisez le data mart que pour des cas très spécifiques. So, yeah. So as I said, analytics engine is something that lives inside DHIS. There's nothing really special you have to do about it. I just want to explain the principles behind it very briefly. So, analytics engine is something that generates the aggregate data. It's used by all analysis modules. It's both exposed as a web API and a Java API, meaning that all the DHIS modules, the DHIS tools like the Pivot, GIS, everything you see is using the analytics engine through the web API. It's exposed as a web API, both for internal clients like Pivot, GIS, Visualizer, but it also means that this is available for third-party clients. So if you want to make a web portal, you want to make an app, you can also use the web API analytics resource. Ok, donc en fait, ici maintenant nous allons parler du principe du moteur analytique. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il agrège les données dans DHIS, ok? Et en fait, c'est ce qui est utilisé maintenant dans tous les modules d'analyse. Quand on parle de modules d'analyse, on parle de visualisation de données, on parle du tableau de croisée dynamique et des cartes thématiques en fait. Donc ici, ceci est en fait exposé au niveau du web API ou du web API. Alors vous pouvez utiliser en fait les données agrégées ici dans les portails web, etc. Yeah. So this is sort of the new approach we have now for DHIS, right? We don't really make stuff just internally. If you make something, we make it first as a web API. You know, we make it available as a web API. We document it. If you look in the user docs, you will find a very detailed documentation for this. So by making it first as a web resource that's documented in general, then we allow both, I mean, you get a higher quality system because it improves the code, but you also make it possible for other kind of clients, integrations with other systems, apps, whatever, to also use it, you know? So we want to make it easy for you guys to extend the system in the way you want. Donc en fait, tous les modules du DHIS sont maintenant transférés vers le Web API de sorte à ce qu'on puisse en fait étendre le système, ajouter d'autres modules au système en prenant les données du système et en créant l'interfaçage, pouvoir utiliser les données de DHIS dans d'autres plateformes ou créer d'autres applications qui peuvent en fait puiser les données de DHIS et les utiliser. Yeah, so the web API actually follows what we call the REST style of developing systems. I think this one is something we're going to talk more about for the techie track in the second week. So if you want to learn more right now, you can just go to the user documentation. You can go for the web API docs. You can read more yourself and prepare for next week if you want. Donc nous allons en fait plus parler du web API, web API plutôt, qui utilise le modèle REST. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que vous pouvez aller au niveau du manuel d'utilisation pour pouvoir avoir plus d'informations sur le web API. Et la semaine prochaine, on en parlera un peu plus. All right. Yeah. So again, some basic info about this stuff. The analytics engine is based on tables, database tables, which are optimized for analysis. Right? Because what we call the fact table, which is from the dimensional slides I showed you in the beginning, that is where the data, when you capture it, it ends up in a data value table. And a data value table is something that's what we call normalized. That means that it's just one column for data element, one for argument, one for period, and one for value. That's it. So that means it's very nice for data capture because you can capture data easily for that. Ok, donc ici, ils utilisent des tables analytiques qui sont régénérées en fait dans le système. Mais en ce qui concerne la saisie des données, elle est saisie dans une table qu'on appelle data value, ou valeur de demeure. Dans la table s'appelle data value en fait, qui a des champs éléments de données, champs unités d'organisation, champs combinaisons de catégories qui permettent en fait de bien saisir les données. So
that means that for the analytic stuff, we have some separate tables that are what we call optimized for analysis. And that means basically that we make a lot more columns. We make one column per data dimension. So for each period type, for each category, for each group set, we make a new column and we put a database index on that column. And the reason for that is that it makes analysis much faster. There's a technical explanation for that, but it makes data analysis much faster because the data will be indexed and the tables will be shorter. So that is for the techies to understand, but the important thing for everyone to understand is that it's a separate set of tables for the analytics, which needs to be generated. Ok, donc en ce qui concerne le moteur analytique, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait un tableau séparé, pas des tables, des tables en fait séparées qui sont générées dans le but de faire les analyses. En fait, ces tables, si on est en fait dans le domaine technique, ces tables sont indexées pour en fait faciliter les requêtes, pour avoir très rapidement accès aux données. Donc, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que pour la saisie des données, il y a une table spécifique, mais pour générer les données pour analyse, il y a d'autres tables qui sont générées dans le système pour faciliter l'accès aux données et les présenter le plus rapidement possible. Right, so this stuff can actually be scheduled to be run automatically because, I mean, this is something that should happen frequently, like every day or whatever. So it should happen all the time because you need to sort of refresh the analytics tables for it to appear in reports, right? So after data capture, you need to refresh those tables and then they become available in reports. So the way to do that in an automatic scheduled way is by going to maintenance, data admin, and then to down here, as you can see, but down here we have something called scheduling. So you click there, you can see that you have many things there, like you have resource tables. Coming back to that, you can just put it on all. And we have analytics tables. So you can say analytics should be either everything or the last 3 years of data. You can just put it on everything. And that's it. The data mart you can skip. In most situations, we just skip the data mart. This stuff down here, this only applies to data mart. We also have data monitoring for those data checks to be run. That's for later. So you just set it to all daily on the analytics. You click start, and that's it for the scheduled jobs. And this now means that the analytics table will be automatically refreshed every night at midnight. Ok, donc nous avons la table analytique pour en fait faire l'analyse des données. Donc pour pouvoir en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il faut planifier la génération de la table analytique. Parce qu'à chaque fois qu'on saisit les données, il faudrait régénérer la table analytique. Donc ce qu'on doit faire, c'est aller dans administration, la version française, bien entendu, administration de données, et aller dans planification qui se trouve juste en bas. Et là, maintenant, vous dites pour les tables ressources, vous mettez tout. Pour les choses aussi, la table analytique, vous mettez tout. D'accord? Donc il faudra en fait tout pour les données quotidiennes en fait. All daily, c'est des données, c'est pour qu'ils puissent générer quotidiennement la table analytique. Donc vous allez faire la planification comme ça. En ce qui concerne le data mart, vous n'avez plus vraiment besoin de toucher ça, d'accord? Bon, pour le data monitoring, on va en parler. Mais vous faites la planification comme ça, vous cliquez sur Start. Alors il fera chaque jour une génération de la table analytique. Okay. So that was, to repeat, that was for the scheduled automatic refresh of the analytics. If you want to do it like what we call ad hoc, or if you want to do it immediately, like for testing purposes, or if you're developing a database, whatever, you come to services and reports, and then analytics and data mart. And then you come here to analytics tables, and you just check this one, and you click start, and then it refreshes the tables. So that is for if you want to do it like right now. For testing purposes, you come here. For production use, you want to do it automatically because you don't want to sit up and put your timer on every midnight and get up and click a button. You know, that's inconvenient. So you leave that to the computer. Ok. Donc si vous voulez le faire de façon à l'instant T ou de façon ad hoc, vous pouvez aller dans service, rapport et prendre analytiquer les choses data mart, d'accord, et vous cliquez sur
mettre à jour la table analytique en fait. Et vous cliquez sur Start. En fait, ça c'est au cas où vous voulez en fait utiliser les données en fait rapidement ou à l'instant T, où vous n'avez pas besoin d'attendre à minuit avant d'avoir les données compilées. Mais en général, c'est plus intéressant de planifier ça pour que chaque nuit, le système se charge de générer les tables analytiques. Thank you. So that was the analytics. We need to move on to the